Bienvenue et merci d'écouter la traduction française de Boeing 737 MAX, les crashs automatisés par Bernd Zika, en direct du 36e Chaos Communications Congress à Leipzig en Allemagne. Toutes les conférences seront traduites de l'allemand vers l'anglais et vice-versa, ainsi que dans une seconde langue, en l'occurrence le français. You have to keep in mind that this 737, although multiple models have been built, can be flown. All models can be flown with the same type rating since 1967, which is one of the many root causes of the issues that led to the disaster that killed 346 people. Let's listen to Bernd and he'll enlighten us what else went wrong. Bernd va nous expliquer ce qui ne va pas dans l'itération actuelle du Boeing 737, qui existe depuis les années 70. Merci pour cette introduction. Alors, je vois bien qu'il y a moins de gens que pour Edward Snowden, mais je ne suis pas déçu. Je suis très heureux de partager avec tant de personnes ma passion pour l'aviation. Voilà le résumé. Nous allons parler du 737 MAX. Je vais vous parler de l'avion, puis nous allons parler des accidents, ce qu'on savait au début, ce qui est allé de travers. Nous allons ensuite faire une analyse causale. Puis nous allons parler du système MCAS, c'est le système d'augmentation des manœuvres. Puis nous allons parler de la certification et nous allons parler de son fonctionnement. Le fonctionnement est relativement le même aux États-Unis et en Europe, mais je vais ici parler plutôt des États-Unis puisque c'est assez similaire chez nous. Je vais parler d'autres choses. Et nous allons parler comment se profile l'avenir pour le 737 MAX. Et puis j'ai quelques petits diapos bonus. Alors, le 737 MAX, c'est la star de l'escadrille Boeing. C'est la 4e itération du meilleur appareil de Boeing, ou plutôt de celui qui s'est le mieux vendu. Le MAX est l'appareil et l'avion qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire des avions passagers. Il s'en est vendu 4000 en un rien de temps. Le premier accident s'est déroulé l'année dernière. C'était un avion passager de Lion Air en Indonésie, qui est la deuxième compagnie à avoir acheté le plus de 737 MAX. Il s'est crashé rapidement après son entrée en service. Il y a eu des drôles de choses qui ont été dites sur ce crash. Il semblerait qu'il y ait eu que le trim ait fait descendre le nez de l'avion de manière non contrôlée. Le pilote peut contrer cela avec un interrupteur. Apparemment, un dispositif qui secoue la manœuvre de commande, le manche s'est mis en route et le pilote avait des difficultés à contrôler l'avion. Apparemment, c'était un problème de MCAS et les pilotes n'en avaient jamais entendu parler. Ce qui s'est passé, c'est que, a priori, Boeing savait qu'il y avait peut-être un problème avec le MCAS, mais n'en a pas parlé.
on aurait déclaré que des personnes chez Boeing et aux États-Unis et dans d'autres pays ont dit que c'était juste une incompétence de la part des pilotes parce qu'ils venaient d'un pays du tiers-monde. Au début, on s'est dit peut-être que c'est juste un bug, peut-être que ça a été provoqué par une mauvaise maintenance, mais d'autres personnes ont commencé à s'inquiéter parce que les enregistrements de la boîte noire ont été publiés et nous allons voir bientôt qu'il y avait quelques petites incohérences. Ensuite, exactement le même avion, le 737 MAX, mais cette fois-ci de l'Ethiopian Airlines, s'est crashé. Alors vous pouvez voir à gauche, le cratère est assez gros. Il s'est vraiment crashé à haute vitesse. Et donc il a laissé un gros cratère. Il ne restait pas grand-chose. Je pense que les plus gros morceaux faisaient environ 1 mètre. Là aussi, les enregistrements de la boîte noire ont été publiés, et là, elles sont lisibles. Et il y a d'autres incohérences et des parallèles à tirer avec le crash de la compagnie indonésienne. Voilà, nous allons parler maintenant de l'avion. C'est la 4e itération. À chaque fois, il y avait des petits changements, notamment au niveau des réacteurs. En général, en tout cas pour le NG, la 3e itération, les moteurs étaient très économiques. Dans la 2e itération, c'était une version analogique de l'original. Les moteurs étaient un peu plus gros. Et les moteurs étaient toujours aussi économiques, ce qui a continué le succès de la première itération. Ensuite vient le Next Generation, donc le 737 NG. Il y avait des nouvelles ailes avec des petits ailerons qui permettaient d'économiser du carburant, mais les moteurs étaient quasiment les mêmes, sauf que cette fois-ci, ils étaient contrôlés par ordinateur. Boeing a déclaré que ça allait probablement être le dernier 737 et qu'ils allaient développer un autre avion passager super efficace, très bon marché, qui allait remplir toutes sortes de promesses. Mais entre-temps, Airbus est devenu un incontournable dans l'industrie aéronautique. Il y avait toujours... Airbus utilisait une avionique électronique et les avions Airbus étaient toujours assez hauts, ce qui leur permettait d'avoir des gros moteurs. L'A320 était son plus grand succès. Et un jour, Airbus a déclaré qu'ils allaient faire un nouvel A320 avec des moteurs super économiques qui économiseraient 50% du carburant. De nombreux clients d'Airbus ont immédiatement commandé une flopée de ce qu'on appelle désormais l'A320 Neo. D'autres compagnies qui étaient auparavant clientes de Boeing ont déclaré que, après avoir vu les résultats époustouflants de l'A320 Neo, allaient probablement passer du 737 au 320. Et donc Boeing
a réfléchi à une solution et celle-ci était d'aller rapidement développer un avion. Et conclusion, on a jeté tous les plans d'un nouvel appareil et en fait, on a réutilisé le 737. Mais cette fois-ci avec encore des plus gros moteurs. Malheureusement, il n'y avait pas assez de place sous l'avion pour mettre des plus gros moteurs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a avancés au niveau des ailes. Et on peut dire que ce sont de bons moteurs. À peu de choses près, aussi efficaces que ceux de l'A320 Neo. Et c'est ainsi qu'est apparue la nouvelle version du 737, le 737 MAX. En analysant un accident, on utilise une analyse caudale qui s'appelle « Pourquoi ? Parce que ». On fait certains tests contrefactuels. Donc, on appelle ça un facteur nécessaire causal. Si A n'était pas arrivé, du coup B ne serait pas arrivé non plus. Et il faut montrer pour toutes les possibilités que si l'un n'avait pas eu lieu, l'autre n'avait pas eu lieu, etc. Et donc voici, vous ne pouvez pas tout lire, mais c'est pas trop important. Donc ça c'est une démonstration simplifiée. Donc ce que j'ai fait de ce que j'ai analysé sur cet accident, vous voyez que c'est pas très simple. Vous, en tant qu'informaticien, vous connaissez les arbres de possibilités et ça peut avoir des branches, etc. Et certaines choses sont des facteurs causaux et d'autres ont juste une influence et certaines à plusieurs niveaux même. Par exemple, la vitesse de l'air et aussi ça influence le temps que les pilotes avaient pour manipuler l'avion. Donc, voici les choses dont je vais vous parler. Donc, on va parler du tangage qui n'a pas été commandé par les pilotes. On voit dans les boîtes noires. Vous voyez la souris? Donc, voici la ligne bleue et c'est marqué tangage manuel et en orange, tangage automatique. Et s'il y a un déplacement vers le bas, ça veut dire que l'avion est déplacé vers le bas pour abaisser le nez. Donc il faut tirer le manche vers soi. Donc, comme on a vu, il y a pour certaines phases, il y a un tangage automatique pour stabiliser l'appareil. Et durant le vol, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de tangage du nez vers le bas automatique, qui dure souvent 10 secondes. Et à chaque fois, les pilotes doivent contrer le tangage avec un tangage manuel vers le haut. Et ils font cela avec leur pouce sur le manche. Donc, à chaque fois, l'appareil appliquait le trim vers le bas et les pilotes vers le haut. Ça s'est répété pendant longtemps. Et puis, on voit que les pilotes ont commencé à faire des mouvements moins longs. Et la ligne bleue que vous voyez, bleu foncé, c'est le résultat de ces deux sources. Et vous voyez que ça descend et ça monte quasiment plus, vu que les pilotes effectuent leur tangage de plus en plus court. Et du coup, la situation de l'avion devient de plus en plus incontrôlable et s'écrase. Donc, pour certaines raisons que je vais vous expliquer, les pilotes n'étaient plus capables de régler le tangage et l'avion s'est écrasé. Ça, c'est seulement le graphe de l'un des accidents, mais l'autre est semblable.
Et c'est ce qu'on voit. Donc, il y a un système connu, qui était déjà connu avant, sur le Boeing 737. Je pense que c'est disponible sur tous les anciens modèles. Ça s'appelle le système SpeedTrim, qui règle un tangage automatique dans certaines situations. Mais les entrées qu'on voit de tangage automatique ne proviennent pas de ce système de SpeedTrim. Donc, ici, pour la première fois, le mot MCAS a survenu. Et nous allons parler un peu plus de ce qui a fait le 737 MAX un autre appareil que ses prédécesseurs, et c'est les réacteurs. Donc, ils sont beaucoup plus grands, et pour que les nacelles aillent en dessous des ailes, il fallait les monter plus loin à l'avant, et du coup, les angles d'attaque étaient différents, plus grands. Donc, ces nacelles augmentent la portée de l'avion, et les critères de certification sont plutôt stricts et disent exactement comment les forces doivent être pour être certifiées. Et à cause des plus grands réacteurs, il y avait certains angles dans lesquels il y avait certaines circonstances dans lesquelles ces critères ne pouvaient pas être tenus. C'est pourquoi on a décidé d'introduire un peu de logiciel qui augmente le tangage pour re-rentrer dans les critères de certification, dont une raison était que l'appareil peut garder le même certificat type et que les pilotes peuvent changer dans la même compagnie entre plusieurs générations du 737, NG ou MAX. Donc, il y a le même certificat type. Il y a un tout petit entraînement, mais en général, ils peuvent changer d'un jour à l'autre entre le NG et le MAX. Une autre raison, il n'y avait pas vraiment d'autres différences. Boeing aurait pu changer l'atterrissage, enfin les roues, pour augmenter l'aérodynamique. J'aimerais pas dire pour stabiliser, parce que comme c'est, l'avion n'est pas instable véritablement. Si toute l'électronique ne marche pas, c'est un avion qui se contrôle très bien, en principe. Mais pour effectuer des grands changements mécaniques, ça aurait demandé une recertification et rapporté des retards importants. Donc cette certification, on l'appelle grandfathered, donc patriarcale en quelque sorte. Et, l'avion a été certifié une fois, et donc seulement certaines modifications doivent être recertifiées, ce qui est plus simple et moins cher et beaucoup plus rapide. Donc, voici un des critères de certification qui doit être rempli. J'ai enlevé certains mots qui ne sont pas importants. C'est toujours plutôt compliqué. C'est un processus où il faut ralentir d'une certaine mesure avec une certaine mesure de force. Donc, en gros, la courbe de vitesse face à la force du manche ne peut pas être plus grande et plus petite que cela. En regardant les caractéristiques européennes, ils ont juste converti les unités impériales en unités métriques. Mais du coup, il y a des valeurs très bizarres comme 11,79 km/h par seconde. Donc, c'est vraiment très bizarre comme texte. Et vous voyez d'où ça vient. On ne peut pas avoir des nœuds. Ils ont la même chose en Chine ou en Russie, mais les critères dans la certification européenne doivent être en km/h. J'aurais cru que si vous faites la conversion, on pourrait utiliser des mètres par seconde, mais ils utilisent des kilomètres par heure parce que je ne sais pas.
À cause des changements aérodynamiques, le MAX ne remplissait pas tous les critères à la lettre. Donc il a fallu faire quelque chose. On ne pouvait pas faire une nouvelle conception mécanique parce que ça prenait trop de temps. Et donc, ils ont ajouté un petit logiciel dans un ordinateur qui existait déjà, qui mesure l'angle d'attaque, la vitesse et d'autres paramètres. Et ceci applique un trim de la gouverne de profondeur. Est-ce que vous arrivez à lire? Donc voici un schéma des deux modes d'opération du MCAS simplifié au maximum. Le contrôle des commandes, l'ordinateur de commande est doublé, sauf que dans le MCAS, il dépend du... Ce système est redondant, mais il utilise un senseur différent dans les deux redondances. Et il n'utilise toujours qu'un seul des deux senseurs au même moment. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, vous demanderai-je? Je voudrais maintenant attirer votre attention sur cette ligne. En rouge, angle d'attaque indiqué à gauche et en vert, angle d'attaque indiqué à droite. Donc c'est les senseurs dont je viens de vous parler. Ils sont enregistrés tous les deux, mais seulement un est pris en compte par le MCAS. Vous voyez ici qu'il y en a un qui indique des valeurs un petit peu assez proches de zéro, et ça change un peu, c'est normal pour un décollage. Et alors on voit un moment que le MCAS s'active. Il est probable que c'était une ancienne version du logiciel. Je pense que il serait facile de croiser tout cela avec d'autres données. Je pense que c'est tout à fait faisable. Et donc, dans ce cas-là, le MCAS s'est activé. Pourquoi? Pour moi, c'est encore un peu un mystère. La gravité et la probabilité des différentes failles doit être auditée. Il y a différentes catégories, catastrophiques, dangereux, majeurs, mineurs, et aucun effet sur la sécurité. Pour des failles catastrophiques, il faut faire un gros audit de sécurité pour essayer au moins de diminuer les conséquences ou alors supprimer la cause. Voici les probabilités qui sont indiquées dans les critères de certification. Il y a souvent deux ordres de magnitude. C'est en général de 10 puissance moins 5 à 10 puissance moins 7 par heure. Donc si quelque chose est majeur, ça n'a pas le droit d'arriver avec une probabilité probable. Et si ça a le droit d'être, si c'est catastrophique, ça n'a pas le droit d'arriver avec quelque chose qui est extrêmement rare. Et pour mettre cela en perspective, les flottes avec le plus de vols arrivent à une centaine de millions d'heures de vol. Et donc, même pour le 737 MAX 8, on est plutôt loin d'1 milliard d'heures de vol. Donc,
on aurait peut-être attendu un de ces incidents parce que la distribution statistique, c'est justement là où arrive un des incidents, mais certainement pas deux en moins de 2 ans. Et visiblement, la sévérité de ces incidents était catastrophique. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc, voici la partie relevante sur le contrôle de l'aviation qui a été violée. Donc, l'avion doit démontrer un vol en sécurité et tous les systèmes qui peuvent éventuellement être en défaut ne doivent pas mettre en danger cette sécurité. Et du coup, une analyse de danger doit être faite et la sévérité doit être assignée à chaque erreur. Donc, l'activation involontaire de MCAS a été affectée la sévérité majeure, donc quelques blessures éventuellement, mais certainement pas un accident avec plusieurs centaines de morts. Et ainsi, certaines régulations disent que l'analyse qui aurait dû être faite n'a pas été faite vu que c'était juste classifié en tant que majeur. Et ceci sont des résultats de l'analyse indonésienne qui est sans doute téléchargeable dans la version finale que je vais publier. Vous pouvez lire ça vous tout seul, ça ouvre pas mal de perspectives. Donc, seulement une analyse très limitée a été effectuée. Ça a probablement pris quelques heures, mais elle n'a pas été aussi exhaustive qu'elle n'aurait dû être. Si l'incident a été caractérisé comme catastrophique. Certaines choses n'ont pas du tout été regardées du tout, comme des grandes déflexions de stabiliseurs à haute vitesse, ou alors une activation du MCAS répétée, parce qu'apparemment, le seul design du MCAS que l'autorité FAA avait vu était limité à une déflexion de 0,6 degrés à haute vitesse et une seule activation du MCAS. Et cela a été changé. Il est toujours incertain comment cela a pu arriver. Ça a été changé à plusieurs activations, même à haute vitesse, et chaque activation avait pu bouger le tangage à 2,5 degrés. Il n'y avait aucune limite de combien de fois le MCAS pouvait être activé. Ce qui n'avait également pas été considéré, c'est l'effet des caractéristiques de vol causés par des grands mouvements du stabilisateur ou de l'activation jusqu'à la limite du MCAS. Le MCAS ne peut pas bouger la compensation jusqu'à la limite mécanique, mais juste à côté, quoi. Vous pouvez toujours redresser le compensateur sur le manche, mais pas aussi loin que le MCAS peut le faire. Donc là, clairement, c'est bizarre que ça n'a pas été considéré, ce qui a non plus pas été dans le rapport, que l'autorité indonésienne avait vu que la tâche de travail des pilotes augmentait s'il fallait tirer sur le manche régulièrement avec une force équivalente de 40 ou 50 kg continuellement, parce que sinon on arrive dans une descente très rapide. Et cela montre qu'à la basse altitude où ils étaient, il n'aurait pas été possible de sauver l'appareil, et effectivement, ça n'a pas marché. Ce qui n'avait pas non plus marché, considéré, c'est une faute du capteur d'incidence. Et la raison pourquoi l'MCAS avait
été activé, c'était justement qu'un des capteurs d'incidence avait montré une valeur beaucoup trop haute, et cela non plus n'avait pas été inclus dans l'analyse. J'espère que vous pouvez voir. C'est une sorte de schéma d'activation du MCAS. Il peut être activé de manière répétée, mais seulement si le pilote utilise le trim électrique entre-temps. Sinon, il se désactive si le pilote utilise la roue manuelle. Et il le reste jusqu'à ce que le trim électrique est réutilisé. Donc, quand le pilote pense qu'il fait quelque chose pour contrer le MCAS, en réalité, il empire la situation. Mais cela ne se trouvait dans aucun manuel de pilote. Ça sera certainement ajouté par la suite. Et donc, Boeing était sous une énorme pression parce qu'il devait absolument vendre un maximum de 737. Je ne sais pas comment ça s'est passé en interne entre la FAA et Boeing, mais je pense qu'on peut facilement se dire qu'ils étaient sous une énorme pression. Je ne peux pas accuser qui que ce soit, mais il semblerait que tout ne se passe pas très bien entre Boeing et la certification de la FAA. Alors, voilà comment la certification fonctionne. L'idée originelle est la suivante. Un fabricant fabrique un avion, analyse et documente le comportement de cet avion. Ensuite, la FAA regarde, puis elle approuve ou rejette cette documentation. Et là, il y a déjà un point de conflit potentiel. Parce que la FAA a un double mandat. Elle doit promouvoir l'aviation pour qu'elle soit plus efficace, mais elle doit aussi assurer la sécurité de l'aviation. Et là, je pense qu'il y a un conflit d'intérêts. Voici comment se déroulait la certification il y a 15-20 ans. La FAA, en tant qu'administration gouvernementale, nomme un représentant, le DER, qui est employé par Boeing, mais qui ne répond que à la FAA. Cette personne va voir, analyser tous les documents de Boeing, va faire un rapport à la FAA et puis ensuite la FAA va voir l'entreprise et va lui dire ce qu'il faut faire ou pas. Ça a certainement amélioré la sécurité dans l'administration. Ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, voilà comment ça marche. La personne n'est plus un DER, mais un AR, toujours payé par Boeing, mais elle est nommée par les gestionnaires de Boeing et elle va envoyer son rapport au gestionnaire de Boeing. Puis Boeing envoie d'autres rapports à la FAA. J'espère au moins qu'ils le lisent, mais ils n'ont pas d'expertise venant des ingénieurs comme c'était le cas auparavant. Vous voyez le problème? Il faut dire que la plupart des avions qui ont été conçus ces dernières années ne sont pas horribles. Le 747
est relativement sûr, le 777 l'est aussi, tout ne va pas mal. Il y a un autre facteur, le 737, même dans sa dernière version, n'est pas contrôlé par ordinateur, ce n'est pas du fly-by-wire. Il y a quelques surfaces de contrôle qui sont gérées par ordinateur, mais en réalité, les contrôles ressemblent à ça. Bon, là, c'est probablement une ancienne version parce qu'il y a un peu de corrosion, mais voilà comment fonctionnent les contrôles. Ça marche avec des poulies. Tout cela est assisté de manière hydraulique, mais si les contrôles hydrauliques lâchent, eh bien, il reste les contrôles filaires qui, eux, qui permettront aux pilotes de se poser. Et dans les cas où ça ne marche pas, c'est quand l'avion va très vite et que la déflexion des stabilisateurs est très élevée. Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo. On a testé ce cas de figure dans un simulateur qui reproduit exactement les forces, notamment sur les manches de contrôle. Regardez les deux grosses roulettes noires au milieu, ce sont les trims manuels. Le système normal ne le ferait pas, donc là, compense. Il essaye de compenser vers le haut, parce que le système de tangage normal ne peut pas descendre aussi loin. Et là, il essaye de remonter l'appareil de sa position, et c'est connu de la boîte noire qu'elle était très basse. Donc, certains gens ont dit, éteins le système électrique, mais vous voyez que les forces physiques sont vraiment très grandes. Okay. You on? Pass the red. And you can see that the pilot on the left, the captain can't even help him. Quand vous voyez, le capitaine à gauche ne peut même pas l'aider. Le pilote essaye de faire tourner le trim, mais le capitaine ne peut pas l'aider parce qu'il doit tenir le manche. Il ne peut pas l'aider, parce que sinon l'avion plongerait directement. Et voilà la situation à laquelle les pilotes ont été confrontés lors des crashs. Et là, il est bien clair, ils vont se crasher. Autre chose que des pilotes de 737 ont dit, ce ne concerne que le runaway stabilizer et il suffit de trimer et la situation est résolue. C'est quelque chose que tous les pilotes de 737 savent, parce qu'il y a certaines situations dans lesquelles le moteur du trim ne s'arrête pas de fonctionner à cause d'un défaut dans le système électrique, mais tous les pilotes de 737 sont au courant, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire lorsque ce cas de figure se présente. Il est écrit que le trim ne s'arrête pas de tourner, mais il y a une checklist qui décrit exactement la procédure à suivre. Mais ici, les symptômes sont très différents et les circonstances sont différentes. Donc peut-être que certains pilotes ont remarqué qu'il se passait quelque chose de bizarre avec le trim, qui ne s'arrêtait pas.
Mais il semblerait que ce n'était pas ça. Il y a autre chose. C'est le deuxième fichier. Voilà le bruit que le stick shaker fait. Imaginez que ce bruit, alors que le manche à balai vibre violemment, et c'est exactement ce qu'a fait le stick shaker. Alors, imaginez dans le vol d'avant, ils ont volé pendant une heure avec ce bruit en permanence. Ce que fait ce stick shaker, c'est vous dire que vous êtes au bord du décrochage. Alors que dans les vols qui se sont écrasés, il n'allait pas du tout décrocher parce que l'avion avançait de manière normale, à vitesse normale. J'imagine que dans la plupart des pays et dans la plupart des compagnies aériennes, ils auraient simplement fait demi-tour, ils auraient atterri et ils auraient essayé de réparer le problème. Chaque stick shaker est couplé à un capteur d'angle d'attaque de son côté. Alors, est-ce que le Max va voler de nouveau? C'est une question ouverte, mais je pense que oui. Il est difficile de croire que ces 460 avions qui ont été construits, qui sont parfois sur le parking des employés, comme ici, vont être réduits à l'état de pièces détachées. Aucune compagnie ni Boeing ne serait content de cette situation. Il est clair que quelque chose va se passer. Ils vont essayer de résoudre le problème. Il y a une autre petite chose dans la certification des nouveaux appareils de Boeing. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Le pot d'échappement de la batterie. Quelle batterie a un pot d'échappement? Quelqu'un sait? Bien sûr, il y en a qui le savent. Alors, vous vous rappelez du Dreamliner, le 787? Il y a eu des feux de batterie dans ces Dreamliners. Il y a deux grosses batteries au lithium. Et la densité, ils voulaient ces batteries-là parce que, vous savez, ce sont ces batteries qui prennent feu là dans les smartphones. Et elles sont très efficaces et elles sont relativement légères. Si ces batteries ont pris feu sur certains vols. Si vous posez la question à un pilote, quelle est la pire situation d'urgence que tu peux t'imaginer dans un vol, ils vous diront un problème dans les commandes et un feu à bord. Et ces incendies sont arrivés une fois au sol et une fois en vol. Ces batteries ont dû répondre à des critères de certification spéciaux. Et il est écrit qu'elles ne doivent pas être extrêmement improbables. Ou plutôt, un défaut dans le chargement ne doit être extrêmement rare. La batterie ne doit pas ne doit pas être explosive ou aucun gaz toxique doit être émis si la batterie si elle présente un défaut. Alors, ces batteries sont dans une boîte très épaisse
Et au cas où, il y a ce pot d'échappement. Cela veut dire que les gaz ne peuvent pas s'accumuler. Voilà, c'était la fin de ma petite conférence sur le 737 MAX. Je suis ouvert aux questions. Merci. Extremely punctual, I have to say. Vous êtes très à l'heure. Merci pour cette présentation super intéressante. On a le temps pour les questions et une discussion. Et pendant que vous faites la queue, est-ce qu'on a des questions de l'Internet? L'ange signal, est-ce que ton micro fonctionne? Est-ce que tu penses que les tests de logiciels auraient pu sauver la situation? Oui, dans ce cas, je pense que oui, même si les tests de logiciels sont un problème, parce que pour tester des logiciels à ce niveau de fiabilité, il faut les tester pendant très longtemps. Donc pour arriver à une confidence de 99% que cela n'arrivera pas à 10 millions d'heures, il faudrait tester 45 millions d'heures. Et il faut tester dans les mêmes conditions que pendant le vol. Et apparemment, personne n'a pensé à une erreur de capteur d'incidence. Donc, je ne pense pas que tester le logiciel aurait aidé beaucoup. Oui, merci pour ta présentation. J'ai une question concernant l'immobilisation des appareils. Donc, pourquoi est-ce que l'FAA a attendu aussi longtemps avant d'immobiliser les appareils alors que les Chinois l'avaient déjà fait? Oui, là, je suis d'accord, c'est une honte. Même après le premier écrasement, ils ont fait une étude préliminaire et ont estimé que durant la durée de vie, autour de 15 des appareils s'écraseraient, donc tous les 2 ou 3 ans. Ils ont quand même attendu jusqu'à 4 jours après le deuxième accident d'immobiliser l'appareil. C'est une honte absolue. Merci pour ta présentation. J'ai une question concernant les décisions de design d'utiliser qu'un seul capteur d'incidence. J'ai lu que Boeing a utilisé le MCAS avant et que dans celui-là, les 2 capteurs d'incidence avaient été utilisés. Pourquoi est-ce qu'il a eu un downgrade? Je ne connais pas le système militaire, si c'est exactement la même chose. Mais si c'est le cas, ça rendrait le choix encore plus bizarre. Okay, microphone number 2, please. Yeah, thank you for your time. Merci pour la présentation. Comment est-ce qu'on teste ces demandes, ces conditions? Comment est-ce qu'on sait que quelque chose aura un défaut tous les 10 puissance moins 8, etc. Oui, en pratique, c'est impossible. Si vous voulez une confidence réaliste, que la probabilité d'erreur, il faut tester ça 4,5 milliards d'heures, ce qui est impossible. Il y a des standards d'industrie pour l'aviation qui dit si vous avez des logiciels qui peuvent avoir des conséquences de cette sévérité, dans ce cas, il faut utiliser telle et telle méthode de développement très stricte, très rigoureuse. Donc, pratiquer des analyses très rigoureuses et, si possible, et certaines entreprises le font, prouver formellement que le code est correct. C'est un gros effort, mais c'est comment on fait. Et en soi, ce genre de logiciel doit être développé au plus haut standard, qui est le standard A. Et évidemment, ou apparemment, ça n'a pas été fait. Y a-t-il une question d'Internet? Alors, la conférence est surtout sur le MCAS, mais en principe, ce système avait déjà été développé pour le NG et il y avait déjà eu quelques petits problèmes. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres problèmes avec le MAX 2?
Alors, il n'y avait pas vraiment de problème mécanique, mais plutôt aérodynamique. Et il y avait déjà eu des modifications aérodynamiques avec le NG, mais celui-ci a rempli toutes les certifications nécessaires. Le NG remplissait les certifications et le Max ne les remplissait pas. Même le classique, qui en principe avait les mêmes moteurs que le NG, avec quelques problèmes, et c'est pour ça qu'on a introduit le système du trim de vitesse. Donc il y a déjà un système similaire. Le MCAS, en fait, c'est juste un petit ajout d'algorithme. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas faire de bruit pendant qu'on peut entendre les questions-réponses. Ou si vous partez, je vous demanderai d'être très silencieux. Microphone numéro 1. Leçon retenue. Est-ce que la FAA a changé son processus de certification? Ou qu'en est-il des autres agences? La FAA va probablement se mouvoir très lentement. Je n'ai pas entendu parler de changement, mais je dois dire que je n'ai pas vraiment étudié la question. D'autres agences de certification travaillent différemment. Les Chinois ont déclaré qu'ils n'allaient pas suivre le processus de certification de la FAA. Jusqu'à présent, c'était le cas quand la FAA certifiait un avion, toutes les autres suivaient, en se disant que ce qu'a fait la FAA était probablement du bon boulot, et ça va probablement changer. Merci. Bonjour. Merci. Deux questions. Est-ce que tu as fait partie d'une enquête officielle ou est-ce que c'est ta propre analyse? Autre question. J'ai entendu parler de ce logiciel qui a été sous-traité en Inde. Première question, non, c'est mon analyse privée. J'ai fait des analyses d'accidents. J'ai fait des analyses d'accidents de mon métier pendant quelques années, mais là c'est privé. Ensuite, pour l'Inde, je n'ai rien entendu de tel, mais j'ai entendu parler du fait que l'entreprise qui a créé ce logiciel est Honeywell. Si le logiciel est fait proprement d'après les dans les règles de l'art, eh bien, normalement, tout va bien. Je ne veux certainement pas dénigrer les programmeurs indiens. Normalement, tout doit être analysé, le source code doit être étudié, et si celui-ci remplit toutes les spécifications, il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas vraiment dans l'implémentation, mais plutôt dans la conception du système en lui-même. Merci. Question suivante. Bonjour. Je n'ai peut-être pas bien compris, mais j'ai l'impression que le problème se trouve surtout dans la concurrence. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as des suggestions sur ce qui doit être changé pour éviter ce genre d'accident et ce genre de méprise à l'avenir, surtout dans des systèmes qui sont aussi critiques? Alors, je n'ai pas parlé ici de la racine du problème, mais des différents problèmes. Rappelle-toi ce graphique, toutes les feuilles de l'arbre sont des causes qui peuvent être les causes principales. Je me suis juste arrêté assez tôt pour ne pas aller trop en profondeur. Mais en tout cas,
L'incompétence de Boeing est là une des raisons principales. Je n'ose pas imaginer que tu viennes de proposer d'abolir la concurrence, mais en tout cas, là, pour résoudre ce problème, il va falloir avoir de bons ingénieurs et peut-être qu'il faudra payer de meilleurs salaires aux employés de la FAA. Parce que la plupart des bons ingénieurs vont chez Boeing plutôt que d'aller à la FAA. Et pourtant, la FAA a besoin d'une énorme expertise pour certifier tous ces appareils. J'ai entendu, enfin j'ai lu qu'il y avait une version du 737 MAX 8 qui permettait un troisième capteur d'incidence comme un backup, mais que ceci est une option payante. Et j'ai pas trouvé de confirmation pour cela. Est-ce que tu connais ceci? Non, pas en tant qu'option payante. Il y avait quelque chose sur une option qui s'appelait c'était une option de sécurité. Je ne me rappelle pas ce que c'était. Peut-être que c'était un indicateur d'incidence. C'est une option payante pour le 737 parce que le capteur y est de toute façon. Par contre, concernant un troisième capteur, ça me surprendrait parce que ça c'est un grand changement. Donc il faudrait une unité, une grosse unité de calcul supplémentaire dont il y en a seulement 2. Et ça aurait pris un long temps de développement. Je suis sceptique concernant ce troisième indicateur d'incidence. Thank you. Simulator, do we have more for Internet? Please, one quick one. Est-ce que tu reprendrais un 737 MAX s'il était recertifié? Je me suis attendu à cette question, j'ai pas encore vraiment une réponse. Donc ça dépend de comment est-ce que je vois la FAA et les ASA faire leur travail. J'ai vu que certains gens dire que l'avion ne devrait jamais être recertifié. Je pense qu'il le sera. Je vais regarder en détail comment la FAA travaillera et comment les ASA réagira. Et après, peut-être que oui. Très bien, merci. Dans ce cas, on va prendre une autre question de l'audience. Est-ce que tu sais pourquoi le capteur d'incidence n'a pas donné les bonnes versions, les bonnes mesures? Oui, il y a des théories, mais j'ai pas analysé ça précisément. Il y a certaines histoires que dans le cas du vol indonésien, Lion Air, c'était mal réassemblé, mal remonté. Ça expliquerait pourquoi il y avait un offset constant. Quelqu'un a calculé que c'était exactement, en regardant les données nues, il y avait un bit qui était de travers. Il faudrait que je relise cette section du rapport indonésien sur la maintenance qui ne répondait pas aux standards. Donc, une autre question. Moi, je m'attendrais à ce que des avions modernes ont, je ne sais pas, la possibilité de déconnecter tous les systèmes électroniques. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Non, vous ne pouvez pas déconnecter l'automatique aujourd'hui parce que les nouveaux ordinateurs fly-by-wire, il n'y a plus de connexion entre les contrôles et les surfaces de contrôle. Donc, tous les Airbus depuis la 320, pour tous les Boeing depuis le 777, le 777 et le 787 sont complètement fly-by-wire, en 95%, parce qu'il y a un service de contrôle qui est directement connecté, un spoiler des deux côtés. Mais en gros, il n'y a pas de possibilité. Il faut être sûr que le logiciel de contrôle est développé avec le standard le plus soutenu, parce qu'on ne peut pas l'éteindre. Enfin, je vais le dire comme ça. Un avion fly-by-wire
seulement l'ordinateur peut contrôler les surfaces de contrôle. Il faut espérer qu'il vale son argent. Donc, pensez à ça en montant dans l'avion la prochaine fois, et un applaudissement à notre conférencier.